Une fois de plus, bonsoir chers invités. Nous savons tous que le plus grand débat du moment concernant la Centrafrique, c'est la Constitution. De manière très simple, la Constitution est définie comme une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, d'un pays ou d'un ensemble de pays. Dans le cas, plutôt d'un État, un État ou un ensemble d'États. Dans le cas d'un État, la portée juridique de la Constitution varie selon le régime en place. Alors, en Centrafrique, la Constitution en cours a été promulguée et entrée en vigueur le 30 mars 2016. Aujourd'hui, selon une partie du peuple centrafricain, cette Constitution ne répond plus aux aspirations de ce dernier, en ce sens qu'elle lui confisque la liberté de décider lui-même de sa destinée. Alors, cet avis, il est important de noter qu'il n'est pas partagé de tous. Pour cette partie du peuple qui pense que la Constitution aujourd'hui ne répond plus à ses aspirations, il est important de soit la réécrire, la modifier ou tout simplement la changer. Ceci a conduit à une proposition, aujourd'hui la proposition d'une nouvelle Constitution soumise au vote référendaire pour la date du 30 juillet 2023. Nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Donc, la première question que j'aurais à poser à nos invités, qu'est-ce que nous devons savoir de la bonne démarche pour l'élaboration d'une constitution? Maître Fleury-Otto. Comment on élabore une constitution? On l'a rappelé, vous avez défini ce que c'est. Il faut savoir que la constitution est un cadre juridique qui organise, comme je l'avais déjà rappelé ici, une société. La société est composée de citoyens, des hommes et femmes que vous et moi nous sommes. Ces hommes et femmes ont des droits et ont des devoirs. Pour justement élaborer une constitution, il faut tenir compte de ces droits et devoirs. Et naturellement, vous ne pouvez pas parler des droits et devoirs d'une personne sans pour autant l'associer à l'élaboration du texte qui désormais va le régir. Nous, à l'époque, quand on avait commencé le processus d'élaboration de la Constitution, c'était d'abord parce que nous étions un pouvoir constituant. On ne peut pas élaborer une Constitution sans le pouvoir constituant. Nous étions un pouvoir constituant parce que la charte qui valait Constitution au moment de la transition avait donné ce pouvoir constituant au Conseil national de transition qui tenait lieu d'Assemblée nationale de transition. Alors nous avions commencé par recenser toutes les autorités, toutes les entités, sans exception, à commencer par les anciens chefs d'État, à commencer par les anciens présidents des assemblées nationales, les anciens premiers ministres, chefs du gouvernement, et je salue ici la présence de M. Enoch de Ronlakwe, ancien premier ministre de la République centrafricaine, qui à l'époque faisait partie de la commission loi, mais qui avait été aussi auditionné en tant qu'ancien premier ministre, chef du gouvernement. Donc, toutes les plateformes de la jeunesse, des femmes, les confessions religieuses et autres avaient été auditionnées selon un planning bien défini. Et je rappelle ici que la Constitution nous avait complètement absorbés au point que nous avions passé 14 à 15 mois pour son élaboration parce qu'on devrait avoir des contacts à prendre. Lorsque nous avions fini de prendre les auditions, de prendre les contributions et autres, nous nous sommes réunis maintenant en commission pour commencer l'élaboration en choisissant d'abord le type du régime politique qu'on va proposer au peuple centrafricain. Et lorsque nous avions fini ce travail, la plénière de l'Assemblée de transition, qui était le Conseil national de transition, a débattu de la question,
avant que nous ne puissions mettre ce produit sur la table du forum de Bangui. Et le forum de Bangui, c'était toutes les couches sociales de la République centrafricaine. Lorsque tout cela a été fait, nous avions communiqué à tous nos partenaires, on n'avait pas à cacher quelque chose, à tous nos partenaires nationaux et internationaux, lesquels ont apporté aussi leur contribution. Parce que nous ne pouvions pas nous dire que tout devrait être parfait simplement parce que nous étions les pouvoirs constituants. Voilà un peu dans quel cadre, dans quelle procédure, dans quelle démarche nous avions essayé de travailler sur la Constitution du 30 mars 2016 et quand l'ensemble du document est revenu au CNT, nous l'avions une fois de plus revisité avant de l'envoyer à la Cour constitutionnelle pour justement l'examen de la légalité au regard de la loi. Donc voilà un peu le schéma par rapport auquel le travail avait été fait, mais un schéma qui malheureusement a échappé un tout petit peu à nos compatriotes qui se sont penchés sur l'élaboration de ce qui a lieu d'appeler aujourd'hui la nouvelle constitution de la République centrafricaine, pour lequel les Centrafricains sont appelés aux urnes d'ici le 30 de ce mois. Alors, M. Ndouya-Bella, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cette procédure que vient de nous donner Maître Fleury Otto n'a pas vraiment été respectée dans l'élaboration de cette nouvelle constitution? Je vous remercie. Alors, je vais apporter la clarification suivante. Quelle procédure n'a pas été respectée? Tout à l'heure, en écoutant Maître Fleury, qu'il m'a dit, il a haute et intelligible voix, que le Conseil national de transition était un pouvoir constituant. Mais j'ai le regret de le dire et de le signifier que le Conseil national de transition n'était pas un pouvoir constituant. Il existe, il l'a bien développé tout à l'heure, deux types, et c'est là où des fois on ne se comprend pas, deux types de pouvoirs constituants. Il y a le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple. Et le pouvoir constituant dérivé, et qu'on appelle aussi pouvoir de révision constitutionnelle, c'est le Congrès du Parlement. Voilà les deux types de pouvoirs constituants. Donc le CNT à l'époque, mis en place par un arrêté primo-ministériel, ne peut pas être un pouvoir constituant. C'est une assemblée constituante qui faisait office, le CNT faisait office, et je l'ai dit tout à l'heure, d'une assemblée constituante et législative. Le peuple peut être associé à l'élaboration d'une constitution en amont ou en aval. En amont, selon l'expérience des autres pays qu'on connaît, d'autres cieux, pour élaborer une constitution, c'est le peuple qui met en place, qui élit une assemblée constituante. Exemple aux États-Unis, quand on a créé les États-Unis, eux, ils ont mis en place une convention spécialement chargée d'élaborer la première constitution des États-Unis qui a été adoptée et qui est encore en vigueur. C'est une assemblée constituante qui avait été mise en place par le peuple et une fois la constitution adoptée, l'assemblée, la convention est disparue. Voilà, c'est ça. Donc c'est une assemblée constituante. Donc il ne faut pas faire la confusion entre assemblée constituante et pouvoir constituant. Alors pour revenir à cette question de procédure, que le pouvoir en place n'a pas respecté la procédure d'élaboration de la nouvelle constitution. Oui, je salue tout le travail qui a été fait d'une manière laborieuse. On a consulté, même l'université également avait été consultée. J'étais le rapporteur de la commission mise en place à l'époque par le recteur Bobossi pour donner le point de vue des enseignants du supérieur sur l'avant-projet de la constitution de 2016. Nous avons envoyé nos observations, mais on n'en a pas tenu compte, puisque c'était érigé en pouvoir constituant. Les propositions émanant de l'université de Bangui avaient été balayées du revers de la mer. À l'époque, par exemple, qu'on avait dit que ce n'était pas nécessaire. Oui, mais je viens, mais c'est ça. Oui, mais sur quelle constitution? C'est une question que vous avez posée, c'est une question ouverte, et puis j'y réponds. Vous voulez que je réponde comment? Oui, bon, la démarche, c'est ce que je dis. La démarche, au départ, si vous voulez, je rappelle, il faut repartir dans le contexte. Certaines fractions de la population avaient manifesté le désir de réviser la constitution de 2016.
la procédure figure bel et bien. Chaque constitution élaborée prévoit les modalités de révision de la Constitution. Et au regard de cette révision, qui est l'article 15 de la Constitution du 30 mars, un député qui est un collègue de professionnel de Maître Oli avait initié une proposition de révision constitutionnelle et qu'il a déposée. Et malheureusement, cette proposition de révision constitutionnelle ne pouvait pas aboutir. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est une procédure qui ne respecte pas ce qui est prévu dans la Constitution? C'est une procédure qui a été... les députés ont l'initiative, c'est dit dans la Constitution, l'initiative de la révision appartient aux membres du Parlement et au président de la République. C'est un député qui a initié. Est-ce que c'est contraire à la disposition qui est prévue en la matière? Non. Donc il y a respect. Bon, malheureusement, comme le Sénat n'était pas encore mis en place, la procédure déclenchée par Maître Kapayen ne pouvait pas aboutir parce que le pouvoir constituant dérivé n'existait pas. On se retrouve, même dans ce cas de figure seulement, avec une Assemblée nationale. Et en l'état actuel du Parlement, où il a introduit l'initiative de révision, la procédure ne pouvait pas aboutir. Et c'est ce que la décision de la Cour constitutionnelle est incontestable et imparable à ce point de vue. Et donc, quand la Cour constitutionnelle a annulé, il y a eu toujours la pression de la population tendant à la révision constitutionnelle, mais le chef de l'État qui, au regard de l'article 33 de la Constitution, est chargé de veiller au respect des institutions, avait mis en place un comité démocratique chargé de réfléchir sur la nouvelle Constitution. Donc ce comité avait été créé par décret. Donc toutes les sensibilités étaient représentées dans ce comité. Malheureusement, ce comité a été attaqué par certains de nos compatriotes devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé expressément ce comité. Bon, je ne commande pas parce que je mets encore à commenter la décision de la Cour constitutionnelle. Vous allez dire que je m'écarte un peu du doigt chemin qui, de mon point de vue, est une... Parce que je vous le signale au passage, jusqu'à l'heure actuelle. C'est une question, puisque vous posez la question de procédure. Okay. La Constitution n'autorise pas des individus à saisir la Cour constitutionnelle directement pour évoquer les problèmes de constitutionnalité de règlement. C'était une erreur à l'époque. Jusqu'à, je le dis souvent, je peux mettre mon doigt là à couper. Okay, la procédure n'est pas prévue dans la Constitution. Merci beaucoup, Maître. On va passer à la question suivante. Voilà. Merci. Alors, la question suivante, je vais la poser au docteur Crescent Beninga. Si aujourd'hui, on place les deux constitutions face à notre public ici présent, la Constitution de 2016 et celle qui est en proposition pour le moment, je pense que vous les avez lues, toutes les deux. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle observation faites-vous par rapport à ces deux constitutions? Bien, Ousna, je te remercie pour la transmission de la parole. Je saisis aussi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à Sapro TV, qui, dans ce que je qualifie d'euphorie constitutionnelle, a trouvé quand même l'occasion de créer un espace de débat. Un espace de débat permettant d'échanger sur la Constitution. C'est extrêmement important parce qu'il faut que nous fassions la promotion d'un État qui aime les idées. C'est extrêmement important. Et donc, ce genre d'initiative, de mon point de vue, c'est à saluer. Ceci dit, la question posée renvoie à la thématique de ce débat, l'analyse et le décryptage de la Constitution du 30 mars 2016, d'une part, et d'autre part, du projet de la nouvelle Constitution de 2023. Donc, on ne compare pas deux constitutions, on fait l'analyse d'une constitution et d'un projet d'une nouvelle constitution. Ça a été dit par mes dévanciers dans la prise de parole lorsqu'ils définissent la constitution. Tu l'as si bien dit, Ousna, la constitution, c'est la norme des normes. C'est cette norme-là qui définit ou qui décrit les fondamentaux d'un État, les structures d'un gouvernement, mais aussi les droits et les devoirs d'un citoyen. Et lorsque la Constitution décrit ou définit ces fondamentaux, ces structures, ces droits et obligations des citoyens, on renvoie la responsabilité de tout ce qui relève du détail aux lois, notamment aux lois ordinaires. Et donc,
la constitution, une constitution en soi est révisable. On peut réviser une constitution. On peut procéder à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas interdit. Toutefois, il y a des mécanismes du point de vue juridique qui encadrent ces différentes opérations, que ce soit la révision, que ce soit l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. Et c'est cela ma porte d'entrée. Lorsqu'il y a des mécanismes qui encadrent la révision et l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle, on se doit de respecter ces mécanismes-là. Dans le cas de l'élaboration de ce projet de nouvelle loi constitutionnelle, je suis au regret de constater que les mécanismes préalablement définis ne sont en aucun cas respectés. Et je vais m'expliquer. Ce qui fait en sorte que ce projet de loi, ce projet de nouvelle constitution, de mon point de vue, est un projet qui a subi au moins 2 viols du point de vue juridique, et je vais m'expliquer. Le premier viol, le professeur Ndouye Abilala a rappelé ici, un comité ou un pouvoir constitution ou une assemblée constituante, appelez ça comme vous voulez, je ne suis pas constitutionnaliste, a été mis en place. Ce comité avait pour mission d'élaborer un projet d'une nouvelle constitution. La Cour constitutionnelle a été saisie. Un arrêt a été rendu par la Cour constitutionnelle. Cet arrêt estime que ce comité n'est pas constitutionnel. À partir de ce moment, le débat il est clos. Le débat il est clos. Alors, nous sommes surpris d'apprendre plus tard que nous avons un projet de nouvelle constitution. Ça veut dire que la loi a été déjà premièrement violée. Ça, c'est le premier cas de viol. Le deuxième cas de viol, ou le second, parce qu'il y en a 2. Le second cas de viol, et là, je ne suis pas d'avis avec le professeur Ndouye Abilala, à l'occasion des débats, on en a parlé, c'est l'article 6 de la loi du 13 janvier 2023, qui est clair. L'article dit ceci. Lorsque vous convoquez un corps électoral, le décret qui convoque le corps électoral, vous devez annexer à ce décret le projet de la loi. Le professeur dit c'est la loi ordinaire, on n'a pas précisé la loi référendaire. La loi c'est la loi, appelez ça comme vous voulez, mais c'est une loi qui régit le référendum en République centrafricaine. Vous l'avez constaté vous-même, plus d'1 mois passé, on n'a pas eu ce projet-là. C'est-à-dire que ce projet, c'est le processus de 2 viols. Le premier viol, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qui a rédigé ce projet-là. Deuxièmement, on n'a pas annexé au décret qui convoque le corps électoral ce projet. Ceci dit, quand on fait une comparaison avec la Constitution en vigueur, notamment la Constitution du 30 mars 2016, vous allez vous rendre compte que la Constitution du 30 mars 2016, suivez-moi très bien, c'est une Constitution de crise. En revanche, le projet qui est en cours, c'est ce que j'appelle une Constitution chrysogène. Et je vais lever l'équivoque. Qu'est-ce que j'entends par une Constitution de crise et qu'est-ce que j'entends par une Constitution chrysogène? La Constitution de crise, c'est cette Constitution qui a été élaborée pour dire plus jamais ça. Plus jamais, c'est parce que nous avons traversé des crises. Et au sortir de ces crises-là, on a cru bon de rendre une constitution rigide. Et c'est une constitution, comme on l'a évoqué ici tout à l'heure, c'est une constitution dont le processus d'élaboration ne souffre d'aucune ambiguïté, ne souffre pas d'une crise de légitimité. D'ailleurs, Maître Otto ne l'a pas rappelé, il vous souviendra qu'il y a eu consultation populaire à la base. Et c'est après la consultation populaire à la base, il y a eu Forum national de Bangui. Les populations, sur presque toute l'étendue du territoire centrafricain, se sont exprimées pour dire ce que nous voulons désormais de ce pays-là. Voilà ce pays que nous voulons. L'exemple le plus simple, nous avons une nouvelle institution. C'est la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, qui est l'expression de la consultation ou des consultations populaires à la base. Et donc, le processus qui a permis d'avoir la constitution du 30 mars 2016 ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune crise de légitimité et, à contrario, l'élaboration du projet de la constitution, de la nouvelle constitution, souffre quand même de quelques manquements. Lorsque j'ai dit ceci, il y a un argument et il faut porter un regard sur les arguments ayant débouché à la rédaction de ce projet de nouvelle constitution.
je suis embêté, je suis un politiste et je m'intéresse à tous les faits sociaux et tous les faits politiques. Je suis tous les discours de la campagne. Le discours du président de la République et le discours du directeur national de la campagne. Ces deux personnalités, leur discours m'intéresse. Et je vais vous dire pourquoi. Le président de la République, dans le 4e arrondissement, a fait un meeting fort intéressant pour ses partisans. Et à l'occasion, il dit ceci. J'étais dans mon bureau, mon directeur de protocole est venu me voir, il me dit, il y a des jeunes qui vous réclament. Et ces jeunes-là, parmi ces jeunes-là, il y a un qui était même presque était sur le point de m'agresser verbalement. Il me demande de changer la constitution. Alors, c'est la motivation. C'est-à-dire, c'est la motivation qui a débouché sur le changement de cette constitution. C'est-à-dire, je peux me lever un matin, illuminé, je vais toquer à la porte du palais et je dis, monsieur le président de la République, je veux changer une constitution, je veux qu'on change la constitution. Et je fais mienne, le président de la République fait sienne ses revendications et procède au changement de la constitution. Or, lorsque vous écoutez les associations de soutien au président de la République, ils avancent des arguments qui motivent le changement de cette constitution. C'est une constitution qui est rédigée par des étrangers. Je viens d'apprendre que ceux qui pilotent la rédaction de cette constitution sont dans la salle. Je vois au moins 4 personnes. On dit que c'est une constitution qui est rédigée par les étrangers. On dit que c'est une constitution qui mime la constitution de la France. On dit que c'est une constitution qui empêche le développement de la République centrafricaine. On dit que c'est une constitution qui est mal rédigée. C'est une constitution qui comprend, en fait, c'est une constitution qui prend en compte les dispositions les dispositions transitoires qui fait allusion, si vous voulez, cette constitution fait allusion à la transition. Et ce n'est pas normal. Voici les arguments. Alors, ces arguments, il faut, au sortir, si vous voulez, du travail qui a été fait par ce comité, illégal, il faut le mentionner, illégitime, il faut le mentionner, nous avons un projet. Ce qui m'intéresse, c'est de jeter un coup d'œil sur ce projet et de voir en réalité qu'est-ce qui est de nouveau dans ce projet. Il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. Ah, c'est 1 minute, je ne peux pas. Autant vous me coupez la parole maintenant. Si vous m'accordez 4 ou 5, je peux y aller. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau dans ce projet? Pauvre souffrez, vous aurez la parole. Alors, je ne vois rien de nouveau dans ce projet. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne vois que ce que j'appelle des ambiguïtés constitutionnelles. Ça ne relève que de moi. Qu'est-ce que j'entends par ambiguïté constitutionnelle? En fait, ce sont des dispositions qui sont introduites non pas pour redynamiser une constitution, non pas pour faire quelque chose de nouveau, mais en réalité pour s'aimer la zizanie et l'ambiguïté dans l'esprit des Centrafricains. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est la question de la nationalité. J'ai suivi le président lors de son meeting dans le 8e arrondissement. Il dit, en sango, Timbi, Bangondo, Timbi, ala dutukwa la mambi, Bangondo, Timbi, tenetu double nationalité, so, tenetu nationalité d'origine, so, akitonga, so. J'ai dit, ah tiens, il y a un problème. Le président n'a pas sa vision. Il est censé expliquer ce qui est écrit noir sur blanc dans ce projet. Il n'est pas censé dire ce qui comprend de la Constitution. C'est qu'il y a déjà un problème. Deuxièmement, hier encore, j'ai suivi le directeur national de la campagne, le premier vice-président de l'Assemblée, Évariste Ngamana, à Bambari. Il dit ceci, à interdire na centrafricain double nationalité pépé, mais interdire na centrafricain, soit que la double nationalité est à la dégabaga biati kodro. C'est-à-dire, c'est lui qui veut être président de la République, de 2 choses l'une. S'il est de double, il a une double nationalité, de 2 choses l'une. Soit il renonce à être candidat, soit il renonce à l'autre nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Le président explique ce que lui il entend par centrafricain d'origine. Le directeur national de la campagne dit ce qu'il entend par la question de la nationalité dans la Constitution. Or, si on prend la loi de 1961, il y a contradiction. Assumons les actes que nous posons. Si vous voulez interdire la double nationalité en République centrafricaine, vous ressuscitez le code de la nationalité, le débat est clos, la messe est dite. Si vous ne voulez pas, vous voulez accepter la double nationalité, alors soyez clair, précis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Une fois que j'ai dit ça, je finis, Ousna. Une fois que j'ai dit ça,
Pourquoi est-ce qu'il y a ces ambiguïtés? Il y a ces ambiguïtés parce qu'on est allé dans l'impréparation. On a ces ambiguïtés parce qu'on ne s'y est pas très bien pris. On a ces ambiguïtés parce qu'on a pensé que tout le monde peut rédiger un projet de constitution. On a ces ambiguïtés parce qu'on pense que la République, c'est quelque chose avec laquelle on peut s'amuser. On a ces ambiguïtés parce qu'on pense que la nation, c'est quelque chose avec laquelle on peut blaguer. Or, la nation, elle est sacrée. La République est sacrée. Alors, quelles sont les conséquences? Et je termine par là. Quelles sont les conséquences de tout ce qui arrive? Les conséquences sont simples. Première conséquence, dans tout ce qu'on a aujourd'hui, on est passé, et là encore, c'est une catégorie sociopolitique qui n'a rien à voir avec les constitutionnalistes, c'est ce que les juristes sociopolitistes qualifient d'État-président. C'est quoi un État-président? On est aujourd'hui dans un État-président. C'est quoi un État-président? Un État-président, c'est un État dont le président de la République a des prérogatives qui sont exorbitantes. La preuve, aujourd'hui, sommes-nous encore dans un régime semi-présidentialiste ou semi-présidentiel ou présidentiel? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on a dépouillé l'Assemblée nationale de l'une de ses prérogatives fondamentales. C'est laquelle? C'est qu'il est censé supplier au président de la République. Aujourd'hui, demain, ça ne sera plus le cas parce que le président de l'Assemblée nationale ne peut plus remplacer le président de la République en cas de vacances. C'est le premier vice-président. Malheureusement, le vice-président n'a aucune légitimité. Pourquoi? Parce que simplement, il est nommé par le président de la République et ses prérogatives, nous ne les connaissons pas. On a renvoyé ça à la compétence d'une loi. Merci, docteur Beninga. Je vais vous arrêter. Et je vais redonner la parole à Maître Ndui Abela. Vous pensez quoi de tout ce qui a été dit par le docteur Crescent Beninga? Il a dit beaucoup de choses que je conteste. Bon, c'est normal, hein, quand on n'a pas la même culture constitutionnelle, c'est difficile. Si on pouvait discuter entre constitutionnalistes, on allait se comprendre. Mais discuter entre politistes et privatistes, c'est un peu compliqué. Parce que je me souviens, là, un professeur de droit constitutionnel, là, ce Jean de Bois de Gaudisson, il dit « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme ». Si on n'a pas cet esprit, et que je rebondis, il dit « Sommes-nous dans quel type de régime ?» On est dans un régime de type parlementaire, et qu'on appelle un régime présidentialiste, et naturellement, où il y a une forte prépondérance du chef de l'État. Et puis c'est le régime où il y a la majorité parlementaire. On dit la prépondérance du chef de l'État, ça s'explique comment? Il a la majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une majorité illégitime. C'est une majorité issue des élections législatives. Et lui, le président de la République, il a été démocratiquement élu, il est légitime. Alors, en tout cas, je suis un peu au regret de constater, tout à l'heure vous avez dit, et que je répondis, que le CNT ne souffre d'aucune illégitimité. Voilà, oui, vous l'avez dit tantôt, que le processus sur la mise en œuvre ne souffre d'aucune illégitimité. Mais une assemblée, on n'a jamais vu ça hein, dans aucun pays au monde, une assemblée constituante mise en place par un arrêté du Premier ministre, vous dites que c'est une instance légitime chargée d'élaborer une constitution? Non, dans aucun pays au monde on n'a jamais vu ça. C'est impossible. C'est le peuple qui met en place, puis je donne des exemples, c'est valable pour la France, c'est valable pour les États-Unis. Une assemblée constituante est mise en place par le peuple. C'est pour ça que je dis tantôt, le peuple peut être associé à l'élaboration d'une constitution en amont, en désignant ceux qui sont chargés d'élaborer la constitution. Et une fois que c'est élaboré, cette assemblée renvoie encore le projet devant le peuple qui doit se prononcer en amont. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes démocraties. Mais dire que là, je conteste en bloc hein, tout ce qu'il a dit tout à l'heure. La procédure, moi je vais rentrer aussi dans des théories. Vous savez, il faut la démarche dans laquelle on s'est inséré relève de la distinction à établir entre une révision partielle et une révision totale. Et là encore, c'est un auteur suisse qui l'a développé. Il faut lire pour mieux interpréter ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. Initialement, vous voyez, dans la procédure enclenchée par le maître Kakpayen, ce n'est pas une révision partielle. C'est une révision parce qu'il y a plusieurs points inscrits dans la révision de la Constitution. Alors, maître, est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quelles sont les anciennes dispositions qui, selon vous, seraient devenues caduques et que vous avez voulu modifier dans cette nouvelle proposition? Alors oui, ben c'est là, oui, voilà. Donc lui, il a donné son interprétation et moi également, je l'ai lu, hein, cette Constitution. Les contrariétés ont été relevées très tôt par mon aîné, Jean-François Kanjukombe.
Il avait dit, et puis il a même appelé à l'époque, hein, c'est lui qui avait, avant même l'adoption de la nouvelle constitution, lui-même il a dit, il a écrit dans ses idées constitutionnelles que la loi fondamentale actuellement que nous allons voter, c'est tout, sauf la loi des Centrafricains. Et il a évoqué même dans son écrit le problème de légitimité du Conseil national de transition. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Akanji Kombe, professeur des universités. Il est mon ennemi, que je respecte, et il a dit. Et que lui-même il a affirmé, il dit non, cette constitution a été rédigée par des copier-coller. C'est des experts qui sont venus, ben, j'en suis témoin. Il y a des experts qui étaient venus, le professeur Aïvo, le professeur Olo, je les ai rencontrés, moi également, je suis allé les rencontrer, tout ça. Ils ont contribué à l'élaboration. Ce ne sont pas des experts, ils sont venus, ils ont encadré la rédaction ici. J'étais là, j'étais témoin. Donc, voyez-vous. Et donc, s'il vous plaît, on garde le calme, s'il vous plaît. Voilà. Et okay. donc, et puis, ça, ce que le professeur Akanji Kombe ne s'est pas trompé en disant cela. Donc, okay. Moi-même, je suis témoin, nous sommes tous témoins de l'histoire. On a assisté à, je sais comment la Constitution de 2016 a été élaborée. Ok, alors, maître. Mais laissez-moi terminer. Vous voyez, allez-y. Je vous donne 45 secondes pour terminer. Allez-y. J'avais d'autres idées également développées. Vous m'avez coupé. Voilà. Ok, alors Maître Fleury Otto aimerait rebondir sur la question. S'il vous plaît, vous avez 2 minutes. Parce que je m'excuse très énormément, il faut être un peu bref. C'est odieux. C'est odieux ce qui vient d'être dit. C'est à la limite surréaliste. Et j'ai comme l'impression que nous avons des gens des Centrafricains qui dénient leur génie. Ça veut dire que le Centrafricain ne vaut absolument rien. Le Centrafricain n'est que résidu. Le Centrafricain ne peut faire rien de bon parce qu'il est voué à la médiocrité. Voilà la démonstration. Si, c'est cela. Quels sont ces professeurs? J'ai été, s'il vous plaît, et vous le savez d'ailleurs, est-ce que vous allez me démentir? J'ai été le président de la commission loi, intérieure et affaires administratives. Élargie, je vous ai convié. Ce n'était pas un professeur qui vous avait convié. Au moins ça. Deuxièmement, comment comprendre que l'on dise que les Centrafricains n'ont pas rédigé leur constitution et que c'est d'autres personnalités qui l'ont rédigée sans pour autant nous dire où sont leurs écritures? Ils ont travaillé avec qui? Avec vous? Dans les chambres d'hôtel? Non, mais soyons sérieux. Nous avions travaillé sur la constitution à l'Assemblée nationale. C'est là où je vais revenir à un aspect quand même assez délicat. Au moins, vous avez parlé d'une assemblée constituante. Mais seulement vous avez oublié de parler du contexte dans lequel l'assemblée constituante a été mise en place. Et vous avez semblé oublier le fait que, en général, dans l'histoire de notre pays, toutes les fois qu'un pouvoir arrive par force, ce pays est régi par des actes constitutionnels. Vrai ou faux? C'est la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine qu'on mette en place une assemblée pour conduire les affaires du peuple pendant une période de crise. Et c'est le Conseil national de transition. Ça a été fait 2 fois. Mais la première fois, le Conseil national de transition n'avait pas ce pouvoir. Il ne l'avait pas. Mais la première fois, c'est justement le Conseil national de transition de 2016. C'est ce conseil. Alors, si l'on devrait faire une comparaison, chers compatriotes, entre une assemblée en période de crise qui a été mise en place pour redresser la barre et, permettez-moi l'expression, je ne voudrais pas être assez insolent si je le dis ainsi, un groupuscule de concitoyens qu'on choisit pour élaborer un document aussi important que la Constitution. Par où passe la légitimité? Par ce groupe ou par l'Assemblée? Peu importe la manière par laquelle elle a été mise en place, mais les circonstances obligent que cette Assemblée soit mise en place pour conduire et redresser. Voilà des questions simples auxquelles on peut répondre. Maintenant, si je rebondis très rapidement sur l'aspect d'une question qui a été soulevée tout à l'heure, je pense que changer une constitution est une bonne chose parce que c'est un texte qui évolue avec la société. Changer une constitution est un art, mais à condition que les procédures soient respectées. Mais changer une constitution veut dire aussi répondre à l'aspiration d'un peuple. Vous avez parlé de M. Brice Kakpayen qui est un honorable de la nation. Je suis au regret de constater que vous voulez nous faire croire que M. Kakpayen
pris individuellement à qualité et compétence pour demander le changement d'une constitution. Mais c'est de l'hérésie. On parle du Parlement. Même si M. Kakbayen fait partie d'un Parlement, il lui appartient de soulever la question au niveau du Parlement, qui est une personne morale de droit public, et c'est à ce Parlement de poser le problème du changement de la Constitution, pas à M. Kakbayen. De quel droit? De quel droit? Il n'est pas institution. C'est une institution qui a le pouvoir de le faire. Kakbayen n'est pas une institution. Donc je suis désolé, mais je pense quand même que nous devons être d'accord sur quelques principes, sur quelques principes élémentaires. Je vais lui permettre de répondre, mais soyez bref s'il vous plaît. Après, on va redonner la parole. Excusez-moi, c'est pas que vous qui demandez la parole. Vous savez, le débat, il est déséquilibré. Il est tout seul contre vous trois, ce qui fait que par moment, je suis obligé de faire ça en fait. On a invité les gens, c'est à eux de venir. C'est pas de notre faute. Désolé. Nous avions accepté votre invitation. Bon, s'il fallait refuser votre invitation, j'aurais pu faire comme les autres. Merci. Okay. Monsieur Douyabela a parlé de deux choses. Il a parlé de la légitimité du comité qui a rédigé la Constitution de 2016. Mais il a oublié de nous dire de quelle légitimité ils jouissent pour rédiger l'actuel texte. Ils ont quelle légitimité? C'est ça le problème. Parce que lorsque vous posez le problème de la légitimité des autres, mais parlez d'abord encore de vous. Ils ont eu quelle légitimité? Et deuxièmement, il a dit que le peuple est allé faire pression sur le président de la République. Doit-on comprendre que si aujourd'hui le peuple demande au président de la République d'annuler totalement la Constitution et maintenant de fonctionner sans Constitution, est-ce que le président de la République va-t-il accepter? Parce que c'est ce qu'il a dit. Et ça, ce sont des propos très graves. Un enseignant ne peut pas dire ça. Demain, qu'est-ce qu'il va enseigner à ses élèves? Que le président de la République, pris dans une pression, n'a pas voulu respecter la loi. Parce que, comme on le dit, nous les juristes, la forme contre la forme n'est pas respectée, le fond ne vaut plus rien. Le fond ne vaut plus rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ceux qui ont rédigé l'actuelle Constitution peuvent nous dire? Dans quel contexte ils l'ont fait? Ils l'ont fait où? Ils ont consulté qui? Parce que M. Otto qui est là était le président de la commission loi. Moi-même qui vous parle, j'étais le vice-président de cette commission. M. Lakwela, Mme Dina Sanzé, M. Kosenede. Nous avions consulté. Et lui-même, il a été consulté. Mais moi qui suis leader de la société civile, ça c'est un politicien. Il a consulté qui? Il a consulté qui? Pour rédiger ce texte important en notre nom. Et sans pour autant respecter toute la procédure, de bout en bout. Et aujourd'hui, on vient narguer le peuple en disant que non, ceux-là n'avaient pas le pouvoir constituant. Mais si nous n'avons pas le pouvoir constituant, est-ce que de quel pouvoir constituant ils ont pour nous sortir ce texte qu'on est en train d'imposer? C'est quand même très grave. Et quand on voit encore le contenu, mais nous avions effectué un recul très grave. On a retiré le contre-saint de ce texte. On a retiré le contre-saint. On a retiré de ce texte l'obligation qu'avait le gouvernement de soumettre toutes les conventions pour approbation à l'Assemblée nationale. On a mis en place un conseil constitutionnel à la place d'une cour constitutionnelle avec une majorité mécanique déjà établie. Le président de la République assis à 3 personnes, le président de l'Assemblée nationale à 3 personnes. Donc sur 11, ils ont déjà une majorité mécanique. Ils vont contrôler cette institution. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va contrôler? On va constater dans ce pays qu'aucune décision ne sera plus rendue. Mais ce sont des avis qui, avant d'être rendus, il faut aller voir le président de la République pour dire, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette affaire? Qu'est-ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Donc c'est le président de la République qui sera en quelque sorte le président de la République et le président de toutes les institutions. Parce qu'on a vidé toutes les institutions de leurs prérogatives. On a tout centré entre les mains d'un président de la République. Et demain, comme il a si bien dit, Bokassa avait déclaré l'Empire. Mais nous sommes à un pas. Le président Touadéra
demain, pourra facilement déclarer un royaume. Parce qu'il est déjà un roi seulement dans la peau d'un président. Et c'est très grave. Alors, M. Ndouya Bella, est-ce que vous pourriez rebondir? Non, je réponds très clairement à la question de légitimité. Ben, s'il vous plaît, Quelle est la... bref. Hein. Je vous donne 3 minutes, puisque vous la êtes question seul. de légitimité, je le dis sereinement. Lorsque le comité a été annulé par la Cour constitutionnelle, encore d'une manière irrégulière, et je réponds à ce que vous avez dit, la forme entache le fond. La Cour constitutionnelle n'a pas respecté la forme. Et donc, normalement, cette décision, et même si je suis président de la Cour constitutionnelle, mais toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont à annuler. Parce que ça n'a pas respecté la procédure. Et je donne l'exemple. L'article 95 de la Constitution donne compétence, effectivement, à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la constitutionnalité des règlements. Mais la procédure n'a pas été décrite. L'article 98, qui décrit la procédure à suivre, parle seulement du contrôle de la constitutionnalité des lois. Toute personne, je peux le citer de mémoire, peut saisir la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité des lois. Si c'est mis à côté, constitutionnalité des lois et des règlements, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle pouvait se déclarer même la requête recevable. Si c'est moi qui étais juge constitutionnel, j'aurais pu rejeter purement et simplement parce que la compétence est conférée à la Cour constitutionnelle, mais la procédure dans la Constitution béninoise, c'est clairement précisé à l'article 3. Tout individu peut saisir pour la Constitution, les actes administratifs, c'est précisé. En France, ils ont adopté ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et dans ce cas de figure, il faut passer par un filtre. C'est-à-dire que c'est les deux juridictions suprêmes que les individus doivent saisir, et c'est à ces deux juridictions, c'est-à-dire le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui doivent saisir par le renvoi préjudiciel, renvoyer si le droit et liberté des individus sont violés, il appartient aux individus de saisir ces deux juridictions, et ce sont ces juridictions qui doivent saisir, et la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel en France donne son avis, et c'est sur la base de cet avis-là que les juridictions suprêmes donnent satisfaction. Donc, dans le cas de la France, le prétoire du Conseil constitutionnel est hermétiquement fermé aux individus. C'est pareil également pour la puissance africaine, mais la Cour constitutionnelle. Alors, je reviens pour répondre rapidement à la question de légitimité. Vous savez, il y a une panoplie de textes, et puis bon, moi je ne prétends pas savoir maîtriser tous les textes. Il faut être au courant. Au niveau de la présidence de la République, il existe ce qu'on appelle le texte organique de la présidence de la République et qui donne un certain nombre de pouvoirs au chef de l'État. C'est l'article 10 qu'en dehors des prérogatives qu'il a par rapport au fonctionnement de la présidence de la République, il peut mettre en place des délégations, des pôles ou bien des experts pour l'accomplissement des missions particulières. C'est ça la légalité. Et c'est dans le cadre de cette légalité que le chef de l'État a mis en place un comité d'experts. Un comité d'experts comme a fait Patassé et comme a fait le général de Gaulle. Alors, je ne sais pas, est-ce que pour élaborer une constitution, il faut nécessairement consulter les individus? Mais je vous donne, vous savez, l'histoire. Mais attendez, l'histoire est la voie royale de l'analyse politique. La Constitution française de 1958, le général de Gaulle est allé consulter tous les Français pour l'élaborer. Il a mis en place un comité d'experts présidé par Michel Debré, des ministres d'État. Et c'est ce groupe d'experts-là qui ont rédigé la Constitution et qui a été soumis à ce que la Constitution a été soumise à l'appréciation du peuple. Donc, in fine, c'est le peuple qui est associé à la décision, mais l'élaboration du projet peut être élaborée soit par une assemblée constituante, soit par un comité d'experts. Donc il y a des exemples historiques qui sont là. Donc vous ne pouvez pas dire que nécessairement, puisque sous la transition, on a consulté le doyen, tout le monde, et que maintenant, dans ce cas de figure, il faut nécessairement encore procéder moutonnement de la même manière. Merci beaucoup, Maître Ndouya Bella. Avant de passer à la prochaine question, je vais donner la parole vite fait au docteur Beninga. Soyez bref, s'il vous plaît. Alors, je commence par dire... s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je commence par dire à M. Ndouya Bella que moi, je ne fais pas dans le pistacisme. Cette habitude qui consiste à citer des auteurs pour épater, je ne sais pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas la science. C'est votre liberté de dire que tel auteur a dit la révision ceci, la révision cela. La différence entre vous et moi, prof, c'est que comme juriste, vous dites ce que doit être la société. Comme politiste, je dis ce qu'est la société. Ce qui fait que vous vous enfermez dans des catégories et vous ne voulez jamais les déconstruire, encore moins les reconstruire. A contrario, je ne m'enferme jamais dans des catégories conceptuelles,
Je m'emploie toujours à les déconstruire quand il le faut et je les reconstruis quand je le peux. Une fois que je dis cela, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous évoquez la question de l'originalité en disant que ça relève de la prérogative du chef de l'État. Pourquoi vous encouragez le président de la République à ne pas faire dans la transparence? Qu'est-ce qui coûte au président de la République à l'occasion d'un discours de dire que, puisque la loi du 13 janvier m'autorise désormais et la Cour constitutionnelle m'autorise désormais à mettre en place, à élaborer une nouvelle loi constitutionnelle, voici l'équipe que je mets en place et c'est cette équipe qui est censée rédiger cette constitution. Le débat est clos. Qu'est-ce qui empêche le chef d'État de le faire? Il est le chef de l'État. Puisque la Cour constitutionnelle lui donne déjà l'autorisation de le faire. Il ne le fait pas, vous dites que non, à la présidence, il y a des textes. Non, ça, vous faites dans le cafouillage. Non, oui, non, ça c'est dans, vous êtes dans le cafouillage. Non, ce n'est pas la loi, ça, vous êtes dans le cafouillage. Une fois que je dis cela, moi, ce que j'entendais de ce projet de constitution, c'est les originalités. Qu'est-ce qui est de nouveau? Jusque-là, vous n'avez rien évoqué de nouveau. Je vous donne un exemple simple. On nous a dit, cette constitution nous empêche de nous développer. Maintenant, en quoi est-ce que ce projet de nouvelle constitution constitue un levier de développement? Vous savez ce qui se passe? Est-ce que nous avons aujourd'hui la main sur nos ressources naturelles? Allons en Dashima. Vous savez qui sont ceux qui exploitent l'or de Dashima? Ce sont les Russes. C'est le groupe russe Wagner. Allons à Boda. Qui sont ceux qui exploitent l'or centrafricain? Les Rwandais. Allons à Boda encore. Qui sont ceux qui exploitent le bois centrafricain? Et ce qu'on ne dit pas assez aux Centrafricains. Le bois constitue au moins, et je parle en connaissance, je parle devant témoins, il y a des anciens députés dans cette salle. Le bois constitue au moins 50% des recettes fiscales de la République centrafricaine. Le bois. Au moins 50% de la recette fiscale. Aujourd'hui, nous n'exploitons plus notre bois. Ce sont les Russes qui prennent le bois ici. Ils sont même incapables d'exporter ça. Ils s'en vont revendre ce bois-là à Douala aux Chinois. Qu'est-ce qui est nouveau alors dans cette constitution? C'est le fait de parler de la double nationalité. Et je vais finir par là, Ousna. Je vais attirer votre attention. Tout à l'heure, j'ai dit la constitution du 30 mars 2016 est une constitution de crise. Et ce nouveau projet est une constitution chrysogène. Pourquoi chrysogène? S'il vous plaît, docteur, la question de la double nationalité, on va revenir dessus. Oui, non, je parle. Oui, donc, je veux voilà. Dire pourquoi c'est une constitution chrysogène. J'attire votre attention sur tout ce que se dit. Même les politiques qui soutiennent le président de la République sont en désaccord avec lui sur ce projet. Ça veut dire que c'est une constitution qui risque d'amener la crise sociopolitique en République centrafricaine.